3 morts donc et 12 blessés à Marseille après les 3 fusillades ce week-end. Parmi les victimes, un jeune homme de 16 ans. La nuit dernière a été d'une extrême violence sur le fond de trafic de drogue, alors que la cité phocéenne avait connu déjà une fusillade. La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurent, s'est exprimée en fin d'après-midi. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour les familles de ces jeunes, de ces 3 jeunes qui ont été victimes hier soir. J'ai rencontré le papa et la maman du jeune homme qui était décédé. C'est vraiment un moment tout à fait tragique pour notre cité. Lorsque l'on voit des jeunes gens, vraiment des préadolescents même pour certains, blessés ou décédés de cette manière dans la rue. Dans l'état de l'analyse qui est faite par les services de police judiciaire, nous n'avons pas d'éléments permettant de démontrer que ces 3 affaires soient reliées les unes avec les autres. Mais il est évident que ces faits sont en lien avec deux forces qui sont en présence, avec une double logique. Première logique, le contrôle territorial des territoires, notamment, vous le savez, celui de la paternelle, et derrière, bien évidemment, une logique de vendetta, une logique de représailles qui s'exerce sur un certain nombre d'individus qui commettent des actes, soit bien évidemment de coups de force sur des points de stupéfiants, soit bien évidemment des actions homicides vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Au stade où nous parlons, vous venez de l'entendre, pas de lien entre ces 3 fusillades. Ce regain de violence sur fond de trafic de drogue choque évidemment les habitants en raison de ces victimes très jeunes. Autre vidéo marquante, cette fois à Nice, un homme qui se promène avec des armes dans un quartier de la ville, un quartier là encore touché par le trafic de drogue. Bref, le Sud est-il à ce point gangréné par le trafic de drogue et l'État finalement impuissant? Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Fabrice Rizzoli qui est spécialiste de la grande criminalité et président de Crime Halt, Christophe Rouget, commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation du magazine Marianne, et Mélanie Vecchio, journaliste police-justice de BFM TV. La procureure de la République de Marseille est donc revenue sur ces 3 fusillades. Mélanie, les plus violentes ont eu lieu cette nuit. Oui, 2 ont eu lieu cette nuit à 23h30 dans le 15e arrondissement de Marseille, cité du Castellas. Là, ce sont 2 personnes qui se présentent au niveau d'une pharmacie et ouvrent le feu sur un groupe de personnes qui justement se trouvaient là. Alors les armes sont extrêmement impressionnantes puisqu'il s'agit d'une Kalachnikov et une arme de .9 mm. Un jeune homme va décéder sur place, un autre va prendre la fuite. Il est retrouvé dans sa voiture. Il va décéder suite, malgré l'intervention des secours. Les 2 victimes, elles ont 21 et 23 ans. Un véhicule incendié qui pourrait appartenir aux auteurs des faits a été retrouvé un petit peu plus loin. Et c'est une quarantaine d'étuis de calibre 7,62 et une dizaine d'étuis de calibre 9 mm qui sont retrouvés sur place. Il faut savoir que les 2 victimes étaient connues pour trafic de stupéfiants. Puis 2 heures plus tard, là, on n'est pas du tout au même endroit. On est dans le centre-ville. Ce sont 3 adolescents qui sont visés par des tirs qui viennent d'un véhicule. C'est un jeune de 16 ans qui va trouver la mort. 2 autres victimes, elles sont blessées. Une des 2 victimes a son pronostic vital engagé. Donc, ces 2 victimes ont 14 et 15 ans. Et le plus jeune, lui, donc, qui a 14 ans, n'est pas connu des services de police ni de justice. En revanche, les 2 autres, eh bien, le sont. Celui de 15 ans, il avait comparu et il avait été déclaré coupable, ce qu'a dit la procureure de la République de Marseille, des faits qui lui étaient reprochés. Et c'est une mesure éducative qui avait été décidée. 4 personnes dans ce cadre ont été interpellées. Voilà pour les toutes dernières informations avec Mélanie Vecchio. Christophe Rouget, qu'est-ce qui vous marque dans ces fusillades à Marseille? Que retenez-vous d'abord de ces événements tels qu'ils sont décrits pour l'instant? C'est dramatique de voir des jeunes gens mourir à cause de l'argent, à cause de la drogue. Et de voir que il y a quelques années, sans doute, ces règlements de compte étaient ciblés. On prenait quelqu'un, on le mettait dans sa voiture, on le tuait. Là, aujourd'hui, on a des règlements de compte où on arrive sur un point de deal, en fait, et on tire dans le tas. En pleine rue. On tire en pleine rue, alors avec parfois des jeunes qui sont tués, qui n'étaient là pas pour rien. Mais là aussi, qu'est-ce que faisaient ces jeunes, malheureusement, à cette heure-là, cette nuit à Marseille? Et on voit malheureusement que pas seulement Marseille, pas seulement Nice, c'est toute l'Europe qui est envahie par la drogue. On a de la drogue qui arrive sur nos plages. On a des narcos sous-marins qui arrivent en Espagne. On a des narcos-chasse, c'est des bateaux rapides qui arrivent en Espagne, qui livrent la drogue, qui viennent de pays producteurs comme le Maroc. Mais que fait-on contre ces pays producteurs? Et donc on a
tout un tas de pays qui sont touchés. On a les Pays-Bas, la famille royale qui est touchée, des ministres qui sont en Belgique menacés par des narcotrafiquants. Voilà, je crois qu'on a besoin d'une vraie prise de conscience. On a des consommateurs en France, en Europe, et des producteurs. Que fait-on? Vous paraissez, alors je ne dirais pas désabusé, mais très marqué par ce que vous venez de nous décrire. Et on a l'impression d'un rapport de force qui joue, quoi qu'il arrive pour l'instant, en faveur des trafiquants et des violents. Enfin, voilà. Oui, marqué, parce que je pense à tous mes collègues qui essayent de lutter contre les points de deal, tous les collègues en tenue qui vont partout, qui sont plus que les seuls à rentrer sur les cités. Je pense à nos collègues des brigades criminelles, des brigades de stupéfiants qui luttent contre les trafics, qui essayent de résoudre tous les jours, qui sont fatigués et qui se demandent ce qu'on fait contre ces pays. La jeunesse des victimes qu'évoquait Mélanie il y a quelques instants, 16 ans pour l'un de ceux qui est mort, 14 ans pour un des blessés. C'est une grande tristesse de voir ces jeunes qui étaient là au milieu de la nuit, qui sont parfois connus pour des problèmes de stupéfiants, parce que les familles laissent faire, parce qu'on est dans un monde, une économie parallèle, parce que l'argent dévore ce monde-là et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. On a une solution on a l'engagement du ministre pour lutter contre les stupéfiants, on a l'engagement des policiers. Mais qu'est-ce qu'on fait après pour prévenir, pour éviter que ces jeunes ils ne consomment ces drogues, pour éviter qu'on ait ces marchés clandestins? Finalement, pas grand-chose. Alors, Fabrice Rizzoli, ce qui est notable en tout cas, on va rester à Marseille pour l'instant, c'est que les violences ne se limitent pas au quartier nord. Le quartier de la Joliette, près du centre-ville, est touché lui aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Oui, il arrive aussi que les homicides ne soient pas strictement réservés au territoire dit des narcobandits, des cités nord, des quartiers populaires d'une manière générale en France. Bien sûr, on peut aller tuer son rival s'il sort de chez sa mère, de chez son père, de chez sa maîtresse. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de règle. Mais sinon, les trafiquants vivent Est-ce quand que même... c'est en train de devenir une norme? Non, sincèrement, les trafiquants vivent souvent quand même au sein de leur territoire pour garder un certain pouvoir. C'est là qu'est le deal, c'est là qu'est le consensus social avec les personnes qui sont les complices. Donc ils sont souvent tués sur les points de deal, avec cette particularité que on a du mal parfois à s'attaquer aux chefs de réseau, quand on veut porter atteinte à leur vie. Donc on va aller tirer sur les personnes qui gardent le point de deal, donc des personnes plus en bas de l'échelle, si vous voulez. Et donc des beaucoup plus jeunes, voilà ce qui peut arriver. Ou dans des lieux dits à côté des points de deal, devant une pharmacie, devant une boulangerie, il est arrivé déjà... plein d'autres opportunités dans ces homicides. On rappelle qu'il y a eu 17 morts depuis le début de l'année à Marseille, Laurent Valdigue. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation? À Marseille, là, ce ne sont pas les... On n'est pas dans le Parrain, là. Ce n'est pas les têtes de réseau qui sont tuées et abattues entre eux. Ce sont les petits du trafic, les guetteurs, les dealers locaux. À Marseille, il y a un problème très particulier dans une cité qui s'appelle la Paternelle. La Paternelle, c'est une cité qui ne ressemble pas tout à fait aux autres, parce que si vous regardez les images, ce sont des petits immeubles d'ocre rouge, ce ne sont pas du tout les grandes barres des années 50. C'est une toute petite cité qui a une particularité, c'est qu'elle est très facile d'accès. C'est le plus grand point de deal probablement de Marseille. Un de ces points, il y a 3 points de deal à cet endroit-là. Il n'y en a pas un seul, il y en a 3. Et c'est le principal, celui du bas, la Fontaine. Il peut faire entre 60 000 et 100 000 euros par jour. C'est énorme. Le gamin qui surveille, qui passe ses journées à surveiller, c'est 180 à 300 euros. Ça peut pas rivaliser avec un autre boulot, cet argent-là. Il y a une guerre sur les 3 points de deal depuis 2021. Depuis 2021, les 2 points de deal du haut se font une guerre à la Kalachnikov. C'était plutôt calme entre le haut et le bas. L'été dernier, la police, la préfète, a eu une nouvelle idée, c'est qu'elle a mis des plots pour interdire l'accès au bas, des énormes plots en béton. Ça s'est appelé la guerre des plots localement. C'est à tel point que les dealers, pour eux c'était impossible parce qu'ils ont dû faire des fléchages. Ça, il y a des fléchages, le deal du haut, le deal du bas. Les guetteurs étaient des 3 points de vente, se sont mis d'accord entre eux pour faire une espèce de répartition à peu près équilibrée entre eux du trafic de voitures. Et puis ils en ont eu marre. Ils ont même loué, alors la police était là, elle l'a arrêté en flagrant délit, ils ont loué un énorme camion grue pour enlever les plots.
Donc, on a loué un camion grue pour retirer les plots installés par la préfète. Par la préfète. Donc finalement, les plots ont été enlevés, puis les plots remis, puis il y a des CRS. Il y a 240 CRS en permanence dans ces quartiers de Marseille parce que les premières victimes de donc ils ne sont pas livrés à eux-mêmes sur le plan policier. Ce sont les riverains. Mais donc la cité de la Paternelle s'entretue parce que 2 bandes rivales, parfaitement identifiées par la police, depuis au moins l'année dernière, se battent pour le point du bas. Un des meilleurs spots réputés de Marseille. On vient de toute la région pour s'approvisionner 24 heures sur 24. C'était un des rares points ouverts pendant la crise du Covid. Ça a toujours été ravitaillé. Ce point-là, il fait l'objet de guerres entre 2 bandes. Et cette guerre entre 2 bandes, elle tue régulièrement depuis le 5 février. Il y a une nuit sur 2 depuis le 5 février où ça rafale. On va écouter ce que disait ce matin sur BFM TV la préfète concernant les armes utilisées, justement. Le trafic de drogue est important à Marseille. Et ces fusillades-là, c'est la seule chose à peu près claire, un lien évident avec le trafic de drogue. Ça veut dire qu'il y a un usage aussi assez débridé de la violence par arme à feu par ces équipes de narcotrafiquants qui n'hésitent pas à viser des mineurs. Donc elle parle d'un usage débridé de la violence de ces narcotrafiquants. Rouget, on peut être plus concret ? On a une démocratisation de ces armes qui sont arrivées, qui avant étaient justement réservées un peu au haut du spectre, vraiment aux mafieux. Et puis là, on a finalement sur le point de deal des gens qui ont des armes parce que c'est facile de s'en procurer. Et c'est un vrai problème, même si les policiers à Marseille n'ont jamais fait autant de saisies d'armes, on a toujours plus d'armes qui circulent. Oui, la police est active. La police est active dans ce domaine-là, comme sur les stupéfiants. Mais malheureusement, on a des armes qui arrivent de partout dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, les transports ils se sont facilités et les armes, elles circulent. On va partir tout de suite à Marseille pour rejoindre... Alors, dans un instant, nous rejoindrons Célia Giuffredi. Ça se règle à coups de Kalachnikov maintenant ? Oui, alors ça s'est toujours réglé à coups d'armes à feu. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude d'un crime organisé à la papa, un peu gaulois, etc. Et que ça fait quand même maintenant plus de 15 ans, voire 20 ans, que ce qu'on appelle le narcobanditisme des cités a pris son autonomie. Ils vont eux-mêmes dealer avec les grands producteurs marocains pour faire venir des tonnes de cannabis. Ils vont eux-mêmes maintenant en Colombie et dans les pays limitrophes pour dealer l'importation de cocaïne. Ils sont implantés à Saint-Domingue depuis des années. Avant, c'était en Espagne, maintenant c'est à Saint-Domingue. Puis à Dubaï, notamment pour blanchir et pour échapper à la police et à la justice française qui travaillent. Je voudrais rappeler quand même que parce qu'on trouve des armes, comme dans tout phénomène social, c'est peut-être que parce qu'il y en a beaucoup, mais ça veut dire aussi effectivement que la police fait son travail. De la même manière, on confisque des biens. Depuis une dizaine d'années, on a une agence des biens confisqués. C'est 22 millions de biens qui ont été revendus, 22 millions d'euros, rien qu'à Marseille en 2022. Donc, on voit les homicides, on est scandalisé et c'est normal, surtout en raison de la jeunesse, du côté spectaculaire, et là qui s'est concentré sur un week-end. Mais vous êtes en train de nous dire que la police et la justice sont plus actives qu'on ne l'imagine parce que les chiffres et les images qu'on découvre sont tellement impressionnantes qu'on en... Oui, là, la violence, c'est normal, ça marque. Et donc, on en parle. Mais si on reprend aussi les phénomènes historiques, les fusillades existaient déjà, y compris dans le crime organisé traditionnel. Ouais. Et même quand j'ai commencé un peu à faire les calculs, il y avait plus d'homicides avant que maintenant. Mais malgré tout... C'est important de le dire. Mais malgré tout, et on ne peut pas se sentir rassuré que des gens aussi jeunes s'entretuent le week-end. Ça, je vous rassure, personne n'est rassuré. On va partir à Marseille, rejoindre l'envoyé spécial de BFM TV, Célia Giuffredi. Bonsoir Célia, vous avez assisté cet après-midi à un rassemblement à l'appel de plusieurs associations et le ras-le-bol des habitants est total. Oui, totalement. La plupart des habitants que nous avons croisés ont un vrai ras-le-bol car ils habitent souvent depuis de nombreuses années dans ces cités et tous ont vraiment très peur. On a pu croiser plusieurs mamans qui nous disaient avoir déménagé car elles avaient peur pour la vie de leur fils car les fusillades arrivent de plus en plus dans ces cités marseillaises et surtout en plus de ce ras-le-bol, donc de cette colère, on pouvait ressentir une certaine lassitude car tous ont l'impression d'être abandonnés par les autorités et ne voient pas les choses changer. Au contraire, elle s'aggrave. Alors il y avait beaucoup d'émotions dans ce rassemblement. Je vous laisse écouter certains habitants au micro de Julie Poncet. Ça se répète inlassablement, mais là ce qui s'est passé hier soir, 3 fusillades dans 3 coins différents, autant de blessés, des morts, des genoux. Nous, derrière ça, tous les jours, on pleure.
Là, c'est plus la goutte qui fait déborder le vase, c'est la goutte a fait déborder le vase il y a bien longtemps, quoi. Et je m'étonne de façon abyssale du silence des autorités et avec ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Alors est-ce qu'on attend un nouveau record en 2023 ? C'est la question qu'on peut se poser là. Vous l'avez entendu, énormément d'émotions aujourd'hui lors de ce rassemblement. On le rappelle, en 2022, 32 personnes ont perdu la vie à Marseille lors d'homicides et 33 ont été blessées. Et en 2023, donc depuis un peu plus de 3 mois, 14 personnes ont perdu la vie avec plus de 43 blessés. Merci beaucoup Célia Jousfredi avec Lénaïque Gouriac en direct de Marseille. Encore une fois, ce qui marque notamment, c'est l'âge des victimes. Bonsoir Amine Kessassi, vous êtes président fondateur de l'association Conscience. Votre frère Brahim, je le rappelle, est mort dans un règlement de compte en 2020. Il avait 22 ans. Vous êtes engagé depuis dans une association pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers nord. Que vous inspirent ces 3 fusillades et la mort d'un jeune garçon de 16 ans cette nuit ? Malheureusement, cette fusillade, à titre personnel, moi, elle me replonge dans cette soirée du 29 décembre 2020 où j'apprenais la mort de mon frère, cette soirée où j'ai appris que mon frère a été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Donc je vous laisse imaginer la barbarité des faits, comment ça s'est produit. Et puis surtout, à côté de ça, moi, ça m'évoque rien d'autre parce que malheureusement, c'est des actes dramatiques, mais c'est la suite logique des politiques publiques qui ont été prises ces 20 dernières années pour Marseille. C'est la suite logique de l'auto-organisation de ces réseaux qui a pu se produire durant ces 20 dernières années. Et pour moi, c'est une suite logique. Et c'est même le début de ce qui nous attend à Marseille, malheureusement. La violence et le trafic de drogue gagnent du terrain, vous l'observez ? Bien sûr, moi quand on me parle de tous ces dispositifs qui existent pour Marseille, etc., effectivement il y a le plan Marseille en grand et aujourd'hui le plan Marseille en grand ça apporte certaines solutions pour le quotidien et pour la tranquillité des Marseillaises et des Marseillais, mais aujourd'hui on a besoin d'un plan d'urgence, on a besoin d'un plan concret, d'une réponse policière, d'une réponse sociétale, on a besoin de plus de mesures pour notre sécurité. Vous savez, où qu'on est, où qu'on soit et qui qu'on soit, besoin de se sentir en sécurité, c'est un droit vital, c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir. Et aujourd'hui, c'est scandaleux de se dire que des gens en France ne se sentent pas en sécurité et que les gens n'osent plus sortir dans leur quartier. Amine, vous savez que d'ores et déjà 300 policiers ont été rajoutés au dispositif, ce qui veut dire que l'État reste pas les bras ballants. Alors peut-être que ça n'est pas suffisant, mais en tout cas, ces nouveaux policiers, ils sont bien sur le terrain. Bien sûr, mais moi, quand j'apprends qu'il y a un jeune de 16 ans qui a été assassiné, quand j'apprends qu'il y a un jeune de 18 ans qui a perdu la vie, on ne peut pas se féliciter de ce qui existe déjà. Au contraire, on doit réfléchir et on doit déjà se poser des questions beaucoup plus profondes. Là, on n'aura pas forcément le temps d'y revenir, mais ces questions plus profondes, c'est de se dire qu'en France, on est le premier pays européen à mener cette politique de la répression et on voit les résultats aujourd'hui. Mais évidemment, nous, ce qu'on réclame, c'est un retour de la police de proximité. Ce qu'on voudrait, c'est qu'une dizaine d'agents soient affectés à chaque cité et que dans chaque cité, on ait des policiers qui soient présents. Ça existait avant Nicolas Sarkozy, la police de proximité. Le dispositif que décrit Amine Kessassi, il est envisageable, Christophe Rouget ? Il est difficilement en termes de police de proximité, c'est important ce qui vient d'être dit. Il y a des policiers tous les jours à Marseille qui sont sur le terrain, aussi des CRS qui sont là, donc c'est pas un problème de policiers sur le terrain. Nous, nos collègues, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent pour mieux lutter, on a des moyens humains qui sont arrivés, il faut qu'on arrive à mieux lutter contre ces trafics en ayant plus de moyens technologiques, informatiques, plus de balises pour poser sur les voitures pour faire des surveillances, plus de possibilités aussi d'accéder aux réseaux de communication qui sont cryptés. C'est très compliqué aujourd'hui en France. Là, la police, elle a un vrai retard sur ce sujet-là. Plus, après, c'est le nerf de la guerre. Donc la délinquance va notamment techniquement plus vite qu'eux, c'est ce que je dois comprendre de votre analyse ? Toujours, parce qu'elle a des moyens financiers qui sont plus grands. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sauf qu'on a un problème de coopération internationale. Lorsque nos collègues font une réquisition à une banque marocaine pour savoir si justement on met de l'argent sur des problèmes-là, on n'a pas forcément la réponse. On n'a même pas forcément la réponse de l'Espagne. Donc on a un problème de coordination pour saisir les avoirs criminels, l'argent des trafiquants, mais parfois on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les réponses. Il faut qu'on ait une vraie politique européenne dans ce domaine pour mieux lutter contre ces gros trafiquants. Avant de nous séparer, Amine Kessassi, en septembre 2021, vous aviez rencontré Emmanuel Macron lors de son passage dans les quartiers nord. Qu'avez-vous à lui dire ce soir ?
Moi, ce que j'ai à lui dire ce soir, c'est qu'effectivement, il y a des moyens qui sont là pour Marseille et toutes les personnes qui vous disent le contraire, elles vous mentent. C'est vrai, il y a des moyens, il y a des choses qui sont faites. Mais des choses qui sont faites pour les écoles, des choses qui sont faites pour les transports. On a vu ces policiers arriver, moi je les ai vus. Par contre, pardon, moi je les ai pas vus entrer dans les quartiers. Quand ils viennent à la paternelle, ils y sont devant et je vous prends le défi, je reste une semaine devant à les filmer, ils n'entrent pas dans la cité à la paternelle, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui au président de la République, c'est de garantir un de nos droits fondamentaux, c'est le droit de se sentir en sécurité, le droit de protection des citoyens. Et c'est ça ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de se sentir en sécurité et c'est de décréter un état d'urgence pour Marseille. On a besoin aujourd'hui de pouvoir ressortir, on a besoin aujourd'hui de pouvoir parler sans avoir peur pour sa vie, on a besoin aujourd'hui de se ressentir en sécurité dans notre vie et ça, c'est pas gagné malheureusement. Quand on voit qu'il y a des jeunes de 16 ans, de 18 ans qui sont assassinés, c'est juste impensable et c'est juste inqualifiable. J'insiste, vous venez de nous dire que la police ne rentre pas dans la cité de la paternelle. Moi j'y suis, moi je les ai vus, il y a des patrouilles qui sont faites à l'entrée de la cité, sur le rond-point des mines, du marché, mais sinon je veux dire, les voir à l'intérieur marcher, ça c'est impossible. Merci beaucoup Amine Kessassi, président fondateur de l'association Conscience à Marseille. Laurent Valdiguier, comment vous réagissez à ça? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une série de perquisitions à mi-mars, à la paternelle, le 15 mars, et dans une cité voisine. Il y avait 280 policiers. C'est-à-dire il y avait des gens du RAID, il y avait un effectif policier considérable, enfin Mais ils sont accueillis comment, les flics? Quand ils sont 280, qu'il y a des policiers du RAID et des CRS, y compris la CRS 8, qui est la CRS la plus spécialisée, la plus équipée. Parce que nous, maintenant, on en est au cinéma, à Bac-Nord, vous comprenez, on vit avec ces images en tête. Mais ce qu'il y a, c'est que Marseille a une longue histoire. C'est à Marseille, en 1980, il y a 42 ans, que le juge Michel est assassiné en plein jour. Le juge Michel, il fait la guerre à la drogue. Mais à l'époque, il fait la guerre à quelle drogue? Il fait la guerre aux chimistes qui fabriquent l'héroïne aujourd'hui, mais 42 ans plus tard, quand on regarde le marché de la drogue aujourd'hui, mais il s'est passé 2 siècles. Ça n'a plus rien à voir. La cocaïne est arrivée, la consommation de cannabis, elle a explosé. On est le premier consommateur européen de cannabis. Ça génère, les derniers chiffres, la dernière statistique, elle est de 2016. Ça génère 3 milliards d'euros par an. Ça fait vivre 250 000 personnes, l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. Donc, en réalité, on parle de Marseille, mais des règlements de compte, il y en a eu à Nantes, il y en a à Rennes, il y en a un peu partout. Et il y en a un peu partout parce que c'est un marché tellement rentable, qui génère tellement d'argent, qu'en réalité, c'est une guerre commerciale pour que chacun se fasse sa place au soleil, parce que le soleil est très chaud sur ce secteur-là. Mélanie, on vient de citer la CRS 8. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont 200 policiers, en fait, qui sont déployés un peu partout en France. Là, ils ont été déployés à la demande du ministre de l'Intérieur. C'était le 25 février à Marseille, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, pour intervenir extrêmement rapidement. Et cette CRS 8, elle n'a pas vocation à rester à un endroit précis très longtemps. Justement, elle a vocation à se déployer un petit peu partout sur le territoire. C'est considérés comme des policiers d'élite. Donc justement, ils étaient pendant Donc ils viennent mener des opérations spécifiques et après ils s'en vont. Ils repartent, voilà, ils peuvent être un peu. Donc ils sont restés 2 semaines et ils sont partis. Ils sont restés quelques jours, voilà, ils sont repartis. Et en l'occurrence, on le disait, Laurent, vous le disiez, il y a 240 CRS en revanche qui sont à demeure à Marseille et 300 policiers supplémentaires qui sont arrivés, qui sont arrivés entre 2021 et 2022. Et à cela s'ajoutent aussi des policiers de police judiciaire, 21. Donc qui doivent être affectés pour l'année 2023. On va écouter les réactions d'un proche de la victime de 16 ans morte cette nuit. On était ensemble hier, on était calés ensemble. Je suis rentré, je dors, je me réveille, je vois mon collègue, il est mort. Mais je vais me faire tuer, moi aussi ça tire en ville, c'est grave quand même. Pour moi c'est impossible de tuer des gens ici. Bonsoir Bruno Bartocchetti, vous êtes délégué pour toute la zone sud du syndicat Unité SGP Police. Qu'est-ce qui vous marque dans ce qui s'est passé ce week-end ? Déjà, bien sûr, c'est un carnage, le nombre de fusillades, 3 fusillades, 8 blessés, 3 morts, 2 blessés graves. Et puis c'est surtout, bien sûr, ça a été dit depuis ce matin, la jeunesse, les jeunes qui se font tuer très très facilement. Et aujourd'hui, ça a été dit également sur votre plateau, il y avait non pas des règles ou un code d'honneur, mais en fait, il y a une quarantaine d'années, lorsqu'on tuait, on ciblait. Là aujourd'hui, on veut même intimider et avec une Kalachnikov, on peut tuer
voilà, des guetteurs ou même parfois le frère d'un guetteur. Vous voyez, ça va très très vite, tout ça pour impressionner, reprendre un territoire et montrer qu'on est beaucoup plus fort. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, ce qui est très difficile pour nous, c'est de travailler avec ce manque de règles. Et puis, vous savez, malgré les résultats probants des policiers, des enquêteurs, de la police judiciaire, de la sûreté départementale à Marseille, ces derniers sont vraiment débordés par le nombre de dossiers à gérer. C'est très très compliqué. C'est pour ça qu'en matière de stupes, d'abord, on ne gagnera jamais le combat, jamais. On pourra peut-être le diminuer si on nous donne les moyens. Et ces moyens, il faut les donner aux enquêteurs. Il faut qu'ils puissent vraiment travailler sur du long terme. Parce que là, ce n'est pas avec une présence policière, sauf quand il y a des coups d'éclat, qu'on va pouvoir vraiment les gêner, quoi. Vous venez de nous dire, en matière de stupes, on ne pourra jamais gagner. Vous osez le dire. Ah oui, je le dis, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. On ne gagnera jamais face à ce fléau. Ce qui compte aujourd'hui pour la police, c'est de faire tomber un maximum de réseaux. OK. Deuxième point important, c'est de donner la tranquillité à tous les riverains qui cherchent justement cet apaisement. Mais si je vous disais, on va y arriver, on nous a donné assez de moyens pour y arriver, je mentirais. Je serais un menteur. Donc, même si on devait doubler encore la capacité des policiers sur le terrain, ça ne suffirait pas. Aujourd'hui, on doit donner des moyens à la douane, on doit donner les moyens aux brigades financières, vous voyez, à tous ces groupes qui sont autour de la police pour faire tomber les réseaux. Si on s'appuie que sur le travail de la police, on ne gagnera jamais le combat. Les riverains sont des victimes, on l'a compris, mais certains d'entre eux peuvent aussi profiter de ce trafic. Comment se fait cette cohabitation et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors c'est vrai qu'il y a des familles qui vivent grâce à la vente de stupes et c'est ce qu'on va appeler l'apaisement social, mais ça a ses limites, hein. Et puis ça reste quand même une minorité de familles qui vivent quand même grâce à la vente des stupéfiants. Moi je pense donc, eux je les considère presque de gré ou de force complices finalement de ces ventes, mais c'est très difficile pour certaines familles de tenir leurs gamins qui rentrent dans ce schéma de vente de drogue. Moi je pense bien sûr à la grande majorité des familles qui eux ne vivent pas grâce à la vente des stupéfiants. Je pense à tous ces commerçants qui ont envie aussi d'être tranquilles, et Marseille c'est très difficile bien évidemment pour trouver la tranquillité à ce niveau en matière de stupes autour de ces cités sensibles. Amine Kessassi nous disait il y a quelques instants qu'il n'avait pas vu la police rentrer au cœur de sa cité depuis plusieurs mois. Alors, vous n'allez pas faire rentrer une patrouille dans une cité sensible à 2 h du matin. Ce serait... d'abord, on serait pris pour cible, on nous tirerait dessus. Donc, même si nous sommes courageux, même si nous faisons notre travail, nous ne sommes pas suicidaires non plus, parce qu'ils osent tout, hein, bien sûr, nous tirer dessus. Donc, vous imaginez, pour tirer sur un gamin de 15 ans qui fait partie de notre réseau, ça ne les gêne pas. En revanche, si on doit mener des actions, et j'espère qu'on va mener davantage, des perquisitions administrative ou judiciaire, si on nous donne beaucoup plus de moyens, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune cité qui nous résistera. Encore faut-il nous donner les moyens pour cela et avoir des missions bien spécifiques. Après, trouver l'apaisement parmi les familles qui habitent dans ces cités difficiles, c'est un travail qui incombe aux municipalités. Elle fait son travail très certainement, mais aux municipalités, à tous les acteurs sociaux. Et là, on nous demande de régler un mal sociétal dans la police nationale. Oui. Et ce mal est très profond. C'est pas la police qui va le régler. C'est pas votre boulot. Juste, je remarque quand même, Bruno Bartocchetti, qui venait de nous dire que, effectivement, tout simplement parce que votre vie peut être mise en danger et en dépit du grand courage de nos policiers, il y a des cités à certains horaires dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer. Nous nous sommes bien compris. Pas n'importe comment. On peut rentrer. Si demain vous perdez, vous êtes isolé dans une cité, vous appelez le 17 police secours, je peux vous dire qu'on viendra bien sûr préserver une victime éventuelle. Maintenant, rentrer à minuit dans une cité pour patrouiller, franchement, ce ne serait pas très professionnel. Il faut qu'on rentre avec de bonnes raisons pour interpeller et d'autres bonnes raisons pour préserver des citoyens qui nous appelleraient. Maintenant, faire une patrouille juste pour montrer qu'on est présent, ça ne me paraît pas très, très professionnel. N'importe quel flic vous dirait que c'est suicidaire de rentrer à 2 ou 3 dans une cité très, très sensible. À minuit, on servirait de cible, ça c'est sûr. Merci d'avoir été aussi clair, Bruno Bartocchetti. Je rappelle que vous êtes délégué pour toute la zone sud du syndicat Unité SGP Police. On va découvrir notre reportage 3D. Dois-je vous rappeler les chiffres et les images des hommes cagoulés qui paradent donc armes à la main dans un quartier niçois. 3 morts et 14 blessés ce week-end à Marseille. À chaque fois, le trafic de drogue est au cœur de ces règlements de compte. Une menace récurrente depuis plusieurs années et qui s'étend au-delà des quartiers traditionnellement concernés par ces violences. Marseille, Nice, face aux dealers. C'est donc le reportage 3D d'Anne-Solène Tavernier et Manuel Abron. On se retrouve tout de suite après avec nos invités.
En pleine journée, dissimulé sous sa capuche, un homme avance, avec à la main ce qui ressemble à une kalachnikov. Très vite, il rejoint 2 autres individus armés de pistolets. Impossible de savoir si ces armes sont réelles ou factices. Les faits remontent au 24 mars dernier. C'est un habitant qui filme discrètement la scène. Une vidéo relayée par le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Des images qui ne surprennent pas ce syndicaliste. On tire la sonnette d'alarme déjà depuis belle lurette. À la vérité, pour dire les choses, est-ce que ces images, on les voit fréquemment? Non. Mais il nous arrive de les voir et de plus en plus souvent. On assiste de plus en plus effectivement à des tirs. Le jour même, 3 individus sont interpellés, dont 2 mis en cause pour tentative de meurtre en bande organisée. Une dizaine de kilos de stupéfiants est également saisie. À 400 km de là, à Sète, le quartier de l'île de Thau doit aussi faire face au trafic de drogue. Ce commerce illégal est-il en train de gangréner le littoral méditerranéen? Je ne sais pas si ça ne touche que le sud de la France, mais à chaque fois, on a finalement toujours les mêmes ingrédients dans ce cocktail explosif. D'abord, une grande précarité, parfois des problèmes d'intégration et ensuite un trafic de drogue omniprésent. Depuis 3 ans, Gérald Darmanin a souhaité faire de la lutte contre le trafic de drogue la mère de toutes les batailles et on comprend bien pourquoi. C'est une guerre d'usure, ce n'est pas une guerre éclair. Épicentre de cette guerre, Marseille, où une nouvelle flambée de violence a ensanglanté la ville. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2 fusillades éclatent dans les quartiers nord à quelques minutes d'intervalle. D'abord, à 23h30, cité du Castellas, bilan 2 morts de 21 et 23 ans. Vers minuit 30, un nouvel échange de tirs, cette fois en plein cœur de la cité phocéenne, à proximité du Vieux-Port. Nous avons donc un jeune qui est décédé sur place, un jeune qui était âgé de 16 ans. Nous avons 2 autres victimes, l'une qui est âgée de 15 ans, qui est en pronostic vital très engagé à cette heure, donc état vraiment très grave, et un autre jeune qui est âgé de 14 ans, qui a été moins grièvement blessé. Ce lundi après-midi, des familles de victimes endeuillées par ces règlements de compte à répétition se sont rassemblées. Des habitants qui oscillent entre émotion et colère. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Stop! Je suis choquée de plus en plus. Je sors, je vais avec mes enfants, je vais faire les courses, j'ai toujours peur. Dès qu'on entend un petit pet, oh, on est là, on a peur, madame. On est toujours sur la défensive. Un sentiment de ras-le-bol partagé par les syndicats de police qui réclament une mobilisation générale de l'État. On a l'impression, nous, la police, d'être tout seul dans cette arène, d'essayer d'endiguer tout seul cette marée qui nous vient sur la gueule. Et je le dis souvent, tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de toutes les institutions de l'État, on a besoin d'une éducation nationale forte qui laisse ses enfants mineurs à l'école, on a besoin d'associations de quartier qui travaillent intelligemment dans ces cités pour essayer de prêcher la bonne parole. Et puis aussi, on a besoin de sanctions pénales lourdes, très lourdes, pour que ce genre d'individus n'aient plus envie de recommencer quand ils sortent de prison. À Marseille, certains points de deal peuvent rapporter jusqu'à 80 000 € par jour. Un business très lucratif qu'aucun chef de réseau ne veut abandonner. Résultat, une lutte sanglante entre trafiquants qui ne se limite plus au quartier nord. Il y a un message qui n'est pas, qui est tout à fait transparent, hein. Je peux donner la mort quand je veux, où je veux, en plein jour, avec la présence de gamins, avec la présence de familles, ça signe manifestement une prise de risque qui signifie à chacun qu'il n'y a pas de limite. C'est très révélateur, si vous voulez, d'un cap qui est franchi dans cette escalade de la violence. Depuis le début de l'année, les règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants ont fait 14 morts et 43 blessés dans la cité phocéenne.
Notre reportage 3D préparé par Anne-Solène Tavernier et Emmanuel Labraune. Le sud de la France est vraiment gangréné. Le sud de la France... La région en tant que telle, vous comprenez ma question? Oui, non, mais l'arc méditerranéen fait face à des problèmes de criminalité assez organisée historiquement, de par les flux de marchandises qui arrivent dans le port de Marseille, de par la proximité de l'Espagne, qui est un véritable porte-avions des stupéfiants, soit de la cocaïne produite en Amérique latine, soit du cannabis marocain. Véritable porte-avions. Oui, c'est là-bas que, pendant des années, les criminels français du crime organisé étaient basés en Espagne. Encore aujourd'hui, c'est là-bas qu'on rencontre dans des hôtels les cartels colombiens pour décider des quantités de cocaïne qui arrivent en Europe. Il n'y a pas qu'en Espagne, mais c'est un vrai hub. Pris entre l'Espagne, Marseille et Nice, c'est l'Italie. L'Italie avec des mafias très puissantes et d'autres réseaux, nigérians, albanais, etc. Donc cette drogue, elle passe par l'Espagne, mais elle passe par Marseille pour arriver en Italie. Il y a régulièrement des camions, tirs qui sont arrêtés avec de grandes quantités de drogue, avec parfois des alliances entre le crime organisé français historique et des mafias italiennes. Et cette drogue, elle reste pas toujours sur le pourtour méditerranéen, elle est parfois revendue dans l'arrière-pays et encore beaucoup plus loin. Donc oui, on est dans une géopolitique du commerce et la drogue en fait partie. On va écouter ce que disait la procureure de la République de Marseille sur la part des affaires de trafic de drogue dans sa juridiction. La part de l'activité du parquet de Marseille sur les trafics de stupéfiants est une part d'activité beaucoup plus importante que celle d'autres juridictions qui sont à peu près comparables, puisque environ sur le trafic de stupéfiants, toute catégorie, c'est 18% de notre activité. Sur l'activité de la comparution immédiate, c'est quasiment 50% des dossiers que nous déférons en comparution immédiate sont des dossiers de trafic de stupéfiants qui viennent donc être jugés par la correctionnelle. La procureure a employé aujourd'hui des termes très directs pour qualifier la situation. Là, elle ose parler de vendetta. Enfin, on a l'impression, la préfète aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole des corps constitués qu'on n'a jamais connue. Oui, mais parce que là, il y a un peu une accélération à Marseille. En plus, les policiers le disent. À Marseille, ça fonctionne plutôt bien côté policier. C'est le paradoxe. Oui, faut le dire. C'est parce qu'il y a d'autres endroits en France où, par exemple, le gros problème de la police, c'est, vous savez, la carte. Il y a des centres-villes qui sont carte police et puis la périphérie gendarmerie. Oh là là. Il y a pour le trafic de stupes, vous avez la sûreté départementale, vous avez les îlotiers qui sont au courant de tout parce qu'ils surveillent, mais ils n'ont aucune communication avec les services un peu départementaux. Donc, ça fonctionne pas toujours très bien, la lutte anti-drogue, comme vous c'est une lutte très difficile. En plus, les policiers de PJ qui font ça, ce sont des vrais flics. Parce que pour faire ça, alors qu'on sait que le résultat final, il est de vider l'océan avec une petite cuillère. Quand vous dites ça à un flic, il rajoute trouer la petite cuillère. Parce qu'en réalité, c'est un boulot impossible d'entreprendre, d'arrêter les trafics de drogue. C'est impossible. En revanche, c'est un vrai boulot de flic. Ils ont cette spécificité-là, les flics de stup, parce que... Ils se laissent pas décourager. Parce qu'ils se laissent pas décourager. Ça mélange le travail de la rue, l'enquête, etc. Donc, c'est plutôt des flics un peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, ils savent que face à eux, ils ont des gens qui, d'année en année, sont face à des magots plus considérables, parce que, l'air de rien, 3 milliards par an, ça fait 3 milliards par an, plus 3 milliards par an, ça fait des commerces, c'est pas que la drogue et les vendeurs de cannabis, ça fait des restaurants, des hôtels, c'est toute une économie, c'est tout un État parallèle, c'est là où, quand on discute avec des élus locaux, on se rend compte à quel point c'est difficile. Vous avez des mamans qui vont chercher leurs enfants à la sortie du collège, pour les prendre par la main, même si elles ont 50 mètres à faire, parce qu'elles savent que c'est très difficile de lutter contre la vie facile. Elles ne veulent pas qu'ils traînent. Elles ne veulent pas qu'ils traînent. Et qu'ils pénètrent dans cet état parallèle que vous décrivez. 180 € par mois, vous ne pouvez pas lutter. Et ensuite, c'est l'école de la prison, où on apprend tout en prison pour ça. Donc, c'est extrêmement difficile de lutter. Bonsoir Jacques Dallest, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous avez été procureur général de Marseille et êtes l'auteur de Cold Case, un magistrat enquête paru aux éditions Mareuil, je le rappelle. Vous avez eu à combattre, bien entendu, ces règlements de compte et de trafic de drogue. On vient d'utiliser le terme d'État parallèle pour qualifier la situation du trafic de drogue dans notre pays, d'ailleurs, surtout le pourtour méditerranéen. Voilà, je n'utiliserai pas le mot État, je parlerai d'économie parallèle, de contre-culture,
de codes, de rites qui occupent un certain nombre d'individus qui prospèrent sur le trafic de drogue. Pourquoi ? Parce que la demande est très importante et donc l'offre de produits stupéfiants à Marseille, mais dans beaucoup d'autres villes de France, est également très importante. Votre consoeur en place parle de logique de contrôle territorial et de logique de vendetta. Oui, alors moi j'ai l'impression, ce qu'on évoque aujourd'hui, je l'ai connu il y a 10 ans, j'étais en poste entre 2008 et 2013 à Marseille et on évoquait déjà, moi je me souviens avoir utilisé une expression qui avait été critiquée, je parlais des favelas de Marseille. Je me souviens qu'en 2010, un jeune de 16 ans avait été exécuté à la Kalachnikov et un enfant de 11 ans avait été grièvement blessé. Ça avait suscité une grande émotion sur Marseille et depuis des années, on va dire d'une vingtaine d'années maintenant, ce trafic, on a du mal à le combattre parce qu'il est extrêmement lucratif. La seule nouveauté, c'est que depuis un certain nombre d'années, ce narco-banditisme touche des gens très jeunes. Il faudrait d'ailleurs regarder quels sont les profils des victimes. Je pense que la plupart ont moins de 30 ans et on a des victimes de moins de 18 ans. Et les auteurs, quand on les identifie, on s'aperçoit aussi qu'ils sont très jeunes. Il y a une atomisation du trafic. Toutes les cités, un grand nombre de cités marseillaises sont touchées par ce trafic. Et qu'aujourd'hui, ces guerres de territoire, ces vengeances, ces règlements de compte, la crainte de voir son territoire envahi par d'autres, son plan de drogue qui suscite des appétits, incitent à des exécutions, à des assassinats, parce qu'il faut parler d'assassinat. On n'est pas sur un terme neutre, règlement de compte, c'est donc des assassinats en bande organisée, qu'il est très difficile de prévenir. Je sais que la police judiciaire travaille depuis longtemps de façon assez organisée et déjoue un certain nombre d'assassinats. C'est une très bonne chose, mais malheureusement, compte tenu de la multiplicité des lieux de trafic, multiplicité des lieux d'affrontement, elle ne peut pas prévenir tous ces règlements de compte. Et je crains qu'il y en ait d'autres dans les semaines et les mois à venir. Donc la situation n'a cessé de se dégrader, quels que soient les efforts des uns et des autres qui sont au travail, et notamment la police. La police a vu ses effectifs renforcés, la justice également. Quand j'ai quitté Marseille en 2013, il y avait 38 magistrats au parquet, ils sont maintenant 53, ce qui montre que les effectifs ont augmenté très sensiblement. Même chose du côté des magistrats du siège, donc ce n'est pas qu'une question de moyens humains. La population de Marseillaise est très importante, les cités sont très nombreuses, et donc il sera toujours difficile d'empêcher ces guerres de territoire. Et je dirais même que l'action policière et judiciaire peut susciter des passages à l'acte. Pourquoi ? Car lorsqu'on incarcère un trafiquant de drogue, il va laisser le terrain libre à d'autres, et peut-être que ce trafiquant, depuis sa prison, commanditera des assassinats. Et ce même trafiquant, lorsqu'il sortira de prison, pourrait être lui-même victime à son tour d'une exécution parce qu'il fera peur à ceux qui auront repris son plan de drogue. Donc on est sur une espèce d'économie extrêmement violente où les actes se règlent au fusil d'assaut et au 9 mm, avec des gens très jeunes, sans code particulier, et je ne vois pas pourquoi les choses s'arrêteraient subitement, sauf à mettre des dizaines et dizaines de compagnies de CRS, qui me semble de l'ordre de l'impossible. Ce n'est pas qu'une question de répression, je crois que ça a été dit par d'autres intervenants, c'est une démarche collective. La drogue touche l'ensemble du territoire français. On voit que des villes moyennes sont concernées, des règlements de compte, des exécutions ont lieu très régulièrement, donc c'est un phénomène national. Et Marseille est une caisse de résonance parce que se succèdent un nombre effarant de morts, avec des faits multiples la même journée ou la même semaine. Je l'ai connu également, et je crains que ça ne change pas à court terme. Vous restez avec nous, Jacques Dallest. Alors Mélanie, vous m'avez appris cet après-midi qu'apparemment on recrutait en banlieue parisienne pour aller travailler à Marseille. Enfin, pour aller travailler, je me comprends. Il y a des gamins qui se retrouvent là-bas. Oui, c'est des jeunes qui sont, on le disait tout à l'heure, hein, c'est plus que des adolescents, ils sont de plus en plus jeunes. C'est ce qu'on a remarqué. Et ils sont souvent, vous le disiez, recrutés via les réseaux sociaux, notamment via Snapchat, où eh bien, les recruteurs font la promotion justement d'un argent facile. Ce sont des jeunes, vous le disiez, de banlieue, notamment du Val d'Oise, qui se rendent sur Marseille, mais également de Lyon ou encore de Saint-Étienne, qui sont attirés évidemment par la Donc on sait qu'on va aller gagner sa vie là-bas en rentrant dans les réseaux marseillais. En faisant le guetteur, tout à fait. En faisant le guetteur. Ouais, en faisant le guetteur pour quelques centaines d'euros, en risquant sa vie, mais visiblement le risque parfois il n'est pas pris en compte. En tout cas, ces jeunes n'en ont pas conscience. Oui. Et ce qu'il faut savoir, ce sont aussi parfois des jeunes, très souvent, qui sont en rupture sociale, en rupture
structures familiales qui sont déscolarisées. Et puis quand ils arrivent, ils se retrouvent pris dans un engrenage. Ouais. Et il arrive que ces jeunes demandent même parfois à être interpellés par la police, justement pour bénéficier d'une certaine protection. Donc certains d'entre eux appellent à l'aide, quitte à appeler la police, une fois qu'ils sont rentrés dans ces réseaux, en étant venus par exemple du Val d'Oise et s'être retrouvés dans les cités marseillaises. Vous ne sembliez pas... Ils appellent à l'aide parce que aussi il faut voir le nombre, au-delà des assassinats qui sont extrêmement graves, le nombre de pratiques qui ont un petit peu, je trouve, été développées ces derniers temps autour de la torture, du kidnapping. Et donc, par exemple, dans une des affaires comme ça d'un jeune qui était effectivement pas de Marseille et qui est venu faire le chouf et on l'a accusé de parler à la police, il a été tabassé et on l'a amputé d'une jambe. Et ça, ce sont des choses qui se multiplient. Et ces scènes-là, c'est vrai qu'on les voit dans des villes... Alors, je ne maîtrise pas le concept de ville moyenne, mais si vous voulez, depuis 2-3 ans, torture et balle dans la jambe comme avertissement. Et aussi homicide, Clermont-Ferrand, Angoulême, Angers, Rennes, Nantes, comme ça a déjà été cité. Et ça, c'est peut-être un phénomène un peu plus récent autour de ces jeunes, ces mineurs isolés, et aussi de cette pratique de la torture et du kidnapping. Christophe Rouget. Oui, des gens sont kidnappés, restent dans des caves, sont torturés, et c'est le règne de l'argent. Ces jeunes, ils sont là, ils sont attirés pour gagner, espérer se sortir de leur situation. Et en face, on a des gens qui exploitent les humains, qui essayent de gagner de l'argent. Et si on n'a pas une réponse globale qui est donnée par tous les pays européens, aujourd'hui la drogue, elle arrive à Rotterdam, elle arrive au Havre, elle arrive partout, par container entier. Et si on n'a pas cette réponse-là de tous les États, de se dire on est sur un trafic international et c'est l'argent le nerf de la guerre, on n'y arrivera pas. On a l'Europe qui importe de la drogue du monde entier. On va écouter ce que disait sur BFM TV ce matin Kauter Ben Mohamed, qui est présidente de l'association Marseille en colère. Je sais, parce que je suis issue de ces quartiers populaires, j'ai été éducatrice pas mal d'années, que malheureusement 200 CRS, même s'ils sont hyper formés, ça ne viendra pas à bout d'un problème qui est limite systémique dans cette ville et ailleurs dans le territoire, où ces territoires ont été totalement abandonnés et où la seule mesure répressive ne suffira jamais tant qu'il n'y aura pas autour de la table différents ministères, à savoir éducation, sport, culture, bien sûr celui de l'intérieur, bien sûr celui des magistrats, mais aussi celui du logement pour désenclaver tous ces trafics qui sont complètement géographiquement enclavés. On ne réglera pas ce souci. Jacques Dallès, que voulez-vous dire à Madame Ben Mohamed ? Oui, je crois qu'elle a raison. Ce ne sera jamais qu'un seul travail répressif. Évidemment, la répression intervient quand tout a échoué. C'est un constat d'échec, c'est un sujet d'ampleur nationale, encore une fois. Comment dissuader des jeunes de risquer leur vie, mais pour gagner de l'argent assez facilement. C'est pas simple. Il y aura toujours ce mythe de l'attirance de l'argent, d'être dans la marginalité. Le problème aujourd'hui, c'est que les victimes, ce sont souvent des petites mains du trafic. On voit rarement des chefs tués. Ça peut arriver à Marseille, mais c'est pas si fréquent. On va intimider, on va tuer des personnes, des jeunes qui sont présents sur les lieux de trafic, notamment les charbonneurs, ceux qui vendent la drogue. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, c'est un travail collectif, évidemment. Et ce discours-là, je l'avais déjà, nous l'avions déjà il y a 10 ans en arrière. Vous voyez que les choses ne changent pas véritablement. La logique voudrait qu'on aille les frapper chez eux, les narcotrafiquants. Oui, mais c'est un travail qui est fait à Marseille comme ailleurs. Il y a une juridiction spécialisée qui a des moyens, des pontes, des chefs de réseau sont arrêtés. Oui, des trafiquants de drogue. On saisit beaucoup de produits stupéfiants, mais la demande est tellement forte que la tentation sera toujours de s'affranchir des contraintes de la répression et on pourra s'approvisionner en Italie, en Espagne, par le port, évidemment. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Et je crois qu'une grande partie de la prison des Baumettes est occupée par des trafiquants de drogue. Donc il n'y a pas de laxisme du tout du monde judiciaire, c'est simplement un problème collectif. Et lorsque la main-d'œuvre est abondante, des gens sont incarcérés, voire tués, et d'autres prennent la relève, malheureusement. Merci beaucoup Jacques Dallès, ancien procureur général de Marseille, d'avoir pris la parole dans cette émission sur BFM TV. Kelly Lafin, on vous retrouve. Quels sont les moyens mis en place pour lutter contre ces règlements de compte à Marseille ? Alors en septembre 2021, Emmanuel Macron avait annoncé un plan de 150 millions d'euros pour la sécurité à Marseille. Ce plan prévoyait tout d'abord des renforts policiers qui ont bien été envoyés depuis. Plus de 300 policiers, notamment dédiés à la voie publique, ont été déployés à Marseille, notamment pour lutter contre des faits de délinquance
délinquance. Sont également arrivés en renfort 240 CRS, soit 3 unités. Ces CRS peuvent intervenir sur toutes sortes de manifestations, mais la plupart du temps, ils patrouillent dans les quartiers sensibles. À noter que la CRS 8, qui va être bientôt déployée, selon Gérald Darmanin, avait déjà été envoyée à Marseille fin février. Elle est restée quelques jours. Il s'agit donc d'une unité d'élite, des CRS qui se déplacent partout en France, mais toujours de manière temporaire. Enfin, cette année, on attend l'arrivée à Marseille de 21 policiers dédiés à la police judiciaire. Cette fois, il s'agit d'enquêteurs. Leurs objectifs, selon la préfète, c'est de travailler pour démanteler ces réseaux, retrouver les commanditaires et les assassins. Du côté des équipements, qu'est-ce que ça donne ? Le plus gros projet est celui du nouvel hôtel de police. Son coût est estimé à plus de 140 millions d'euros. Ce nouveau site doit accueillir plus de 2000 fonctionnaires et sortir de terre à l'horizon 2030. Autre chantier débuté il y a un an, celui du futur commissariat des quartiers nord. Il sera dédié au 13e et 14e arrondissement. Livraison prévue à l'horizon 2024. Son coût, 10 millions d'euros, dont 9 financés par l'État. Enfin, Emmanuel Macron promettait 500 nouvelles caméras dans les quartiers nord. 55 pour l'instant ont été annoncées en novembre dernier par la préfecture. Elles seront financées également à 80% par l'État, soit une dotation de 1,7 million d'euros. Leurs points de surveillance principaux seront les écoles et les grands axes routiers. Merci beaucoup, Kelly Lafin. Ce qui est très frappant dans cette émission ce soir, c'est qu'on se rende compte qu'il y a effectivement des moyens importants qui sont déployés, que l'État, aussi bien côté police que justice, ne reste pas les bras ballants. Vous avez parfois, on a l'impression de subir une situation. Alors, on l'a subi effectivement. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Puis surtout, il faut avoir le courage d'y retourner quand on sait qu'on est dans toutes ces actions à la limite de la goutte d'eau. Oui, mais les policiers, ils sont courageux, ils sont toujours sur le terrain, ils mènent tous les jours des enquêtes. Ceux qui ont fait ces scènes de crime cette nuit, ils ont continué. Il y a des gens qui sont interpellés. Et ça, c'est un travail formidable. Mais je crois que le plus important, c'est, il faut dire aussi à tous les gens, c'est quand vous achetez un jouet, quelque part dans une cité, vous êtes complice de tous ces crimes qui sont de ces jeunes qui sont tués parce que c'est grâce à votre argent qu'il y a des trafics et c'est malheureux. Fabrice Rizzoli. On est complice parce que l'État n'a pas organisé la vente contrôlée de produits stupéfiants comme ça existe dans d'autres pays. C'est nécessaire selon vous ? Vous travaillez sur ces questions depuis des années. Oui, de partout on a légalisé, plus personne ne veut revenir en arrière. Le chef de la police du Colorado, qui était un gros prohibitionniste, depuis qu'on a légalisé, et ce n'est absolument pas parfait parce qu'il manque de points d'approvisionnement, ne veut plus du tout revenir en arrière. Il dit j'ai enfin du temps pour m'occuper des violences conjugales et puis de faire du vol, etc. Mais légaliser quelle drogue ? Parce que c'est. Écoutez, commençons par le cannabis. Pendant ces états-là, on a vu que ça a fonctionné. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'était juste pour répondre à la notion de complicité lorsqu'on achète de la drogue. Voilà. Je crois qu'il y a des moyens. Police, faut quand même parler que même s'il y a un petit retard qui a été rattrapé sur la magistrature, on est encore loin du compte sur la magistrature parce qu'on manque énormément encore de procureurs, de juges d'instruction et de personnel autour de l'enquête qui sont très nécessaires, d'analystes, de greffiers, ça c'est présent dans des rapports, dans des articles qu'on peut lire. Il y a tout bien sûr une politique sociale qui a été dite par les acteurs là qu'on a vu, mais si vous voulez quand même Marseille c'est comme une ville pauvre dans une zone avec un RPI un peu riche, Aix-en-Provence, etc. Il y a des très très grosses inégalités sociales et en gros la gestion de la chose publique a quand même été assez catastrophique. C'est pas moi qui ai trié la gestion Gaudin, c'est la Cour des comptes. Voilà. Et puis avant c'était pas forcément mieux, etc. Donc il faut aussi que les politiques prennent leurs responsabilités sur la manière dont Marseille est gérée. Je voudrais aussi, si vous le voulez bien, finir par une note d'espoir. Sachant qu'après on va partir à Nice, donc on ne conclut pas encore. Mais pour Marseille, voilà. Il y a des biens confisqués, j'en ai déjà parlé, vous connaissez mon dada. Oui. Les biens sont revendus en France, ou grâce à une loi de 2021 peuvent être mis à disposition d'associations. Donc à Marseille, au mois de mai, une villa qui a été confisquée à un trafiquant de cocaïne, qui appartenait avant à quelqu'un qui faisait des go-fast. C'était un bien qui a une histoire, si vous voulez. Eh bien, cette fois, on ne va pas la vendre et l'agence de gestion des biens, la GRASC, a décidé de le mettre à disposition d'une association qui vient en aide aux victimes de la délinquance. Donc, pour une fois, on va avoir dans ce quartier, au lieu que ça soit le bien d'un trafiquant de drogue, on va avoir une association qui vient en aide aux victimes. Il faudrait généraliser ce phénomène et vendre un peu moins de biens et mettre plus de biens à disposition des citoyens à Marseille. Alors, autre fait marquant, cette vidéo prise dans les rues de Nice.
Mélanie, je vous laisse nous décrire ce qui se passe. Cette vidéo, alors elle a été authentifiée, elle date du 24 mars dernier et elle a été filmée par un habitant de ce quartier des Moulins. Avant cette vidéo, il y a eu des tirs et cette vidéo ensuite, elle vient justement, on y voit un homme, plusieurs hommes d'ailleurs qui sont encagoulés, qui dissimulent leur visage et certains ont entre leurs mains ce qui semble être des armes de guerre. Alors, on ne sait pas si ces armes sont réelles, si c'est des armes factices. En tout cas, une enquête a été ouverte. Des policiers se sont dépêchés sur place. Il y a eu des interpellations. 2 personnes ont été interpellées, une troisième un petit peu plus tard. Et les policiers ont continué leur enquête, si je puis dire, et ont découvert dans un box qui se trouve pas très loin des images qui sont filmées, eh bien, de nombreux sacs de cannabis, de la cocaïne également, un pistolet d'alarme automatique. Ça se passait, je vous le rappelle, le 24 mars dernier. Et c'est Éric Ciotti qui a tweeté hier soir cette vidéo-là. Bonsoir Laurent Martin de Frémont, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police 06. Merci d'être avec nous. Votre réaction depuis que cette vidéo est apparue sur les réseaux sociaux? Ouais, bonsoir Yves Calvi. Écoutez, j'ai envie de vous dire que nous ne sommes pas surpris parce que malheureusement, ce sont des exactions qui se produisent de plus en plus souvent. Et je pense que ce serait absolument stupide que de jouer la politique de l'autruche. Oui. D'ailleurs, on l'a joué depuis bien trop longtemps. Ça fait maintenant des années qu'Unité SGP Police tire la sonnette d'alarme. Il y a des armes qui circulent dans ces cités, avec des voyous qui précisément veulent conserver leur business. Je crois que ça a été dit tout à l'heure sur votre plateau et qui sont prêts à tout. Alors sur Nice, on en est pour l'instant à des intimidations. Espérons que cela n'aille pas plus loin, mais je ne suis pas très optimiste, je vous le dis très sincèrement. Qui intimide qui? On a affaire à des trafiquants de stupes. Pour vous résumer la situation sur Nice, on a des collègues qui, évidemment, police secours, BST, brigade canine, BAC, CDI, qui font extrêmement bien leur travail, qui sont présents. Je ne vous cache pas qu'on aurait besoin, bien entendu, de bien plus d'effectifs sur le terrain pour assurer une présence policière maximale. En réalité, on les dérange, ces individus-là. Il y a en plus, sur le quartier des Moulins, une véritable réhabilitation des bâtiments, donc des bâtiments qui sont détruits, des logements qui sont réhabilités, et précisément sur des points de deal qui étaient particulièrement juteux et particulièrement fructueux. L'idée pour ces individus, c'est de récupérer des points de deal tout aussi fructueux que ceux dont ils ne peuvent plus bénéficier. Donc il y a 20-25 ans, ces individus, pour intimider d'autres trafiquants, avaient des battes de baseball. 25 ans plus tard, ils ont des armes qu'ils peuvent se procurer très facilement, puisque ce sont des armes qui proviennent aujourd'hui de l'ex-Yougoslavie, des pays de l'Est, et des armes qui arrivent en France très facilement par bus, des armes qui sont démontées, qui sont en kit, qui sont mises dans les soutes. Et malheureusement, j'ai envie de dire en même temps, c'est logique, les douaniers ne peuvent pas vérifier tous ces sacs qui sont par dizaines dans tous ces bus qui arrivent en France. Donc je crois qu'il faut rester dans la nuance. Ces images sont à la marge. Maintenant, moi, je suis très inquiet parce qu'on les voit de plus en plus et qu'on va être confronté à cette délinquance qui est épouvantable. Mais si vous me permettez 2 secondes, Yves Calvi, je vais peut-être être la voix dissonante de cette soirée. J'ai entendu beaucoup de choses sur votre plateau et nous sommes parfois en décalage avec ce qu'on peut entendre. Je crois que c'est monsieur le procureur tout à l'heure qui disait que des effectifs de police étaient arrivés. Alors, c'est pas faux. On se doit d'être honnête intellectuellement. Il y a eu des recrutements. La problématique, c'est qu'on a pris tellement de retard qu'on est encore aujourd'hui en réelle souffrance. Et je dois bien vous dire que si on compte les arrivées et les renforts, on omet quand même de compter les mutations. Il y a beaucoup de collègues qui quittent également nos départements de la Côte d'Azur. Et ça donne lieu évidemment à une balance qui n'est pas aussi excédentaire qu'on veut bien le dire. Merci beaucoup Laurent Martin de Frémont d'avoir pris la parole dans cette émission. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir après tous ces événements.